Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin, sénateur écologiste de Paris, ancien candidat à la présidentielle. On va montrer votre livre Climat, la drôle de guerre. Sommes-nous condamnés à une France caniculaire dirigée par l'extrême droite? On va en parler avec Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous. Stéphane de Ouest France qui représente la presse quotidienne régionale. Et bonne année à vous Yannick Jadot. On va commencer en parlant de la crise agricole et des agriculteurs qui maintiennent la pression, notamment sur le Mercosur. Ursula von der Leyen qui confirme qu'elle signera bien l'accord samedi, malgré l'opposition de la France. De qui est-ce l'échec pour la France, cette signature du Mercosur? C'est d'abord l'échec pour l'Union européenne, en fait. Quel est le modèle que veut porter l'Union européenne? Est-ce que c'est un modèle où on continue à détruire l'Amazonie? Vous savez que l'Amazonie est dans un point de bascule, c'est-à-dire que c'est le premier poumon terrestre de la planète, donc avec un front pionnier sur le soja, le bœuf, dans le Cerrado, dans l'Amazonie, qui est absolument dramatique. Et donc cet accord va contribuer à renforcer la destruction de l'Amazonie liée à la production de soja, de bœuf, d'éthanol. C'est aussi l'échec d'une capacité à créer avec l'Amérique du Sud, avec les pays du Mercosur, une relation politique et commerciale du XXIe siècle. Cet accord, il date de 1999. Il a été lancé en 1999. Depuis, en France, il y a 200 000 fermes qui ont été abandonnées, qui ont disparu. Il y a l'équivalent du Portugal et de l'Espagne en surface qui a été détruit dans l'Amazonie. Et donc, au fond, on est encore dans une logique où on est dans les accords de commerce du XXe siècle, des accords de commerce qui, au fond, du point de vue économique, rapportent pas grand-chose. Les estimations, c'est 0,05% du PIB en 2040. Mais dans une logique, encore une fois, qui renforce la mondialisation du dérèglement climatique, de la disparition des paysans, de l'effondrement de la biodiversité, de la malbouffe, et qui ne nous protège ni du point de vue énergétique, ni du point de vue industriel, ni du point de vue agricole en termes de souveraineté. Alors vous avez qualifié cet accord d'accord dinosaure. Pour vous, il ne présente aucun avantage pour l'économie. Vous l'avez dit, 0,05% de croissance d'ici 2040. Mais pourtant, il y a quand même certaines filières, y compris agricoles en France, qui peuvent en profiter. Je pense à la viticulture, le lait. Pourquoi est-ce que les Français et l'opinion publique dans beaucoup de pays européens sont remontés contre cet accord? Parce qu'en fait, on ne veut pas voir nos fermes, et notamment les plus petits des paysans, disparaître. Le bénéfice qu'auraient les Européens en matière, par exemple, laitier, c'est d'exporter de la poudre de lait. Qui va supporter le coût de nos exportations de la poudre de lait, notamment au Brésil? Le lait au Brésil, c'est pas du tout la production de bœuf. La production de bœuf est très industrielle, avec des cheptels gigantesques dans des conditions dramatiques. Le lait au Brésil, c'est les petites fermes familiales, en fait. Et donc exporter le bénéfice que nous aurions, c'est la disparition des petits paysans familiaux brésiliens qui produisent le lait et qui rejoindraient les favelas. C'est ça qu'on veut, en fait. Ce qu'on veut pas pour nous, on trouve que c'est intéressant de le faire aux autres. De la même façon, en fait, c'est un accord, on l'a souvent dit, voiture allemande, bœuf brésilien. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous, pour notre industrie automobile? Pour notre industrie automobile, on veut aujourd'hui essayer de relocaliser, protéger nos usines et autour de l'électrification, encore une fois, réindustrialiser, relocaliser notre industrie automobile. Ce qu'on gagne dans cet accord, effectivement, si c'était considéré comme un gain, c'est, au fond, d'empêcher que la production automobile en Amérique du Sud se fasse localement. Aujourd'hui, dans le système des pays du Mercosur, si vous voulez vendre beaucoup de voitures dans les pays du Mercosur, il faut produire localement. C'est pas idiot, c'est ce qu'on veut faire pour l'Union européenne. Et ce que nous gagnons, c'est au fond de casser cette dynamique d'industrialisation chez eux, comme d'industrialisation chez nous. Et enfin, vous avez dans cet accord un mécanisme qu'on appelle mécanisme de rééquilibrage. Le nom est abscon, mais ça veut dire que dans cet accord, si, par exemple, nous appliquons les clauses de sauvegarde qui sont censées protéger le secteur agricole en cas d'augmentation très forte de nos importations agricoles des pays du Mercosur, ou si nous imposons
des restrictions aux échanges parce qu'ils ont des produits qui contiennent des pesticides qui sont interdits chez nous, il va falloir compenser financièrement les pays du Mercosur pour la protection de l'environnement, de la santé ou de nos filières. Donc, encore une fois, c'est un accord qui est totalement déconnecté des impératifs du monde d'aujourd'hui. Mais est-ce que la partie est perdue? Vous étiez parlementaire européen il y a encore quelques mois, Yannick Jadot. Jordan Bardella, il veut déposer une motion de censure au Parlement européen contre la Commission. Est-ce que les parlementaires européens, notamment les écologistes, doivent la soutenir? L'urgence absolue, puisque la session de Strasbourg, c'est la semaine prochaine, c'est le vote pour la saisie de la Cour européenne de justice. C'est ça qui compte. Le bazar de Bardella qui, au fond, connaît très mal les procédures européennes vu le peu de temps qu'il y passe, ça ne sert à rien. L'impératif, si on veut protéger nos filières, c'est que le Parlement européen vote cette saisie de la Cour de justice de l'Union européenne qui suspendrait la ratification de l'accord. Et donc il faut, ça va se jouer à quelques voix, parce qu'en fait là, on est au-delà du contenu de l'accord. On est même sur des principes juridiques. Vous savez que la Commission européenne contourne la démocratie des pays membres, puisque ce n'est pas seulement un accord commercial. L'accord avec le Mercosur, c'est un accord politique. Quand c'est strictement commercial, c'est une compétence européenne, donc ça relève que des institutions européennes. Quand c'est aussi un accord politique, ça relève de la ratification des parlements nationaux. Et la Commission européenne contourne la ratification des parlements nationaux. Et pour ça, il va falloir que tout le monde s'y mette. Parce que le groupe écologiste vert au Parlement européen, il vote contre. Mais quand j'entends Bruno Retailleau menacer le gouvernement, le président de la République, en cas de ratification du Mercosur, mais qu'il aille faire le boulot. Moi, j'attends que M. Retailleau il soit au sein du groupe de la droite au Parlement européen pour les convaincre de ne pas voter. Parce que c'est bien la droite qui soutient cet accord. Et de la même façon, pardon, mais Olivier Faure, il faudrait qu'il aille voir ses collègues allemands et espagnols qui soutiennent l'accord de la même façon. M. Attal devrait aller voir. Donc, si vous voulez, les leçons sur, y compris le président de la République n'a pas fait le boulot, et je confirme, il n'a pas fait le boulot, mais chacun doit prendre sa part pour convaincre sa famille politique de saisir au moins la Cour de justice. C'est vrai aussi des syndicats agricoles. En fait, au lieu de mettre la pression sur le gouvernement et sur les politiques français qui, de manière quasi unanime, sont contre le Mercosur, qu'ils n'avaient pas intérêt plutôt à aller voir leurs homologues des autres pays européens. Ils le font. Ils le font, mais ils ne l'ont pas fait suffisamment. Par exemple, l'Italie a fait défaut au dernier moment. Il n'y avait pas moyen, en fait, de créer une espèce de pression internationale, intersyndicale, au-delà des politiques en Europe. Écoutez, il y a eu des manifestations régulières à Bruxelles et à Strasbourg. Mais évidemment, là où vous avez raison, c'est qu'il y a de l'ambiguïté du point de vue de certains syndicats agricoles. C'est-à-dire que, par exemple, la FNSEA... Non, la FNSEA, par exemple, va dire il faut absolument interdire les importations du Mercosur parce que nous voulons protéger la santé et l'environnement. Et ils soutiennent au Parlement français la loi Duplon, par exemple, qui vise à casser la protection de l'environnement et de la santé. Moi, je n'ai pas entendu les syndicats agricoles. Vous savez que Madame Genevard, ministre de l'Agriculture, a interdit un certain nombre, souhaite interdire un certain nombre de produits, avocats, mangue, papaye, venant d'Amérique du Sud et qui contiennent des résidus de pesticides interdits en France. La moitié de ces pesticides interdits, c'est nous qui les exportons. Vous vous rendez compte que la France exporte 6600 tonnes de pesticides interdits dans notre pays. Et nous les exportons largement au Brésil. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cynisme absolu qui est de dire ces pesticides sont dangereux pour la santé et l'environnement. Il faut protéger les citoyens et les agriculteurs de ces pesticides, mais nous les produisons et nous les exportons. Donc un peu de cohérence ne ferait pas de mal. Juste un dernier mot sur ce que doit faire la France, puisque le Sénat avait voté pour que le gouvernement saisisse la justice européenne. Dans un entretien à Ouest France ce week-end, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dit que la France ne saisira pas la Cour de justice de l'UE, que c'est aux parlementaires européens de le faire. Vous le regrettez ? Oui, vous savez, sur le CETA, la Wallonie avait saisi la Cour de... Parce qu'en Belgique, il faut que les deux régions, enfin les trois régions valident l'accord. Je regrette. Après, si vous voulez, la France est très isolée.
la France est très isolée, y compris parce que le président de la République a été régulièrement très ambigu sur l'accord. Moi, je me souviens en 2018, quand la Commission européenne a remis cet accord qui était totalement dans les placards sur l'agenda européen, le président de la République au salon de l'agriculture, avec la filière bovine, avait dit « Écoutez, acceptez les importations de bœuf brésilien, je vous ouvrirai des débouchés sur la Chine ». Est-ce que vous pensez que l'agriculture qu'on aime, l'agriculture paysanne, l'agriculture des estives, l'agriculture de la bonne bouffe, est-ce que vous pensez qu'elle va résister aux importations du Mercosur pour tenter d'être compétitive sur le marché chinois? Tout ça est une aberration, encore une fois, c'est la mondialisation de la disparition des paysans, de la malbouffe et de l'effondrement de la biodiversité. Ce que dit surtout Jean-Noël Barrot dans Ouest France, c'est que seule la saisine de la Cour par le Parlement est suspensif. Voilà. Et vous avez parfaitement raison. Mais il est d'accord avec vous, en fait. Ça, c'est vrai. Il faut que ce soit le Parlement ça n'empêche pas la France d'envoyer le signal, encore une fois, mais nous sommes face à une commission qui, sur ce sujet-là, est parfaitement cynique, comme elle est lâche et cupide vis-à-vis de Donald Trump ou des Iraniens, des Iraniennes aujourd'hui. Juste pour terminer et puis faire la transition avec le sujet suivant, on aura 2 motions de censure qui seront examinées à l'Assemblée mercredi, qui sont 2 motions de censure qui ont été déposées pour faire tomber le gouvernement parce que sous fond de Mercosur. À quoi ça servirait aujourd'hui que le gouvernement français tombe? Écoutez, moi je ne soutiens pas ces motions de censure. Vous savez, ça fait 20 ans, même plus que ça, avant que je sois parlementaire européen, je me suis toujours battu contre une certaine mondialisation, notamment ce libre-échange au service, non pas des peuples, mais d'un certain nombre de secteurs industriels prédateurs. Donc là-dessus, j'ai pas de leçon à recevoir de mobilisation. Donc je soutiens pas les motions de censure. Est-ce que les députés écologistes vont les voter ? Ils vont se réunir aujourd'hui, ils vont en décider aujourd'hui. Pour ma part, je considère que ça n'est pas ce gouvernement-là. En plein débat budgétaire, on a suffisamment de sujets très lourds et à tenter un peu de stabiliser politiquement, y compris notre pays, notre paysage politique dans le pays. Le budget, c'est suffisamment lourd. Je pense qu'il faut arrêter les diversions. C'est une erreur si les députés écologistes la votaient ? Écoutez, je ne dis pas que c'est une erreur. Moi, je pense qu'il ne faut pas la voter. Voilà. Et le budget, donc, qui arrive en séance publique à l'Assemblée mardi, est-ce qu'il a une chance d'aboutir, d'atterrir en seconde lecture? Autrement dit, est-ce qu'à un moment donné, il faudra en passer par un 49.3 ? Je crois. Vous savez, moi j'ai soutenu l'abandon du 49.3 parce que c'était la condition pour qu'on relance le parlementarisme dans notre pays. La défiance entre les gouvernements dont on connaît les conditions de nomination et l'Assemblée nationale était telle qu'il fallait abandonner le 49.3 pour remettre le parlementarisme. Mais le parlementarisme, il ne fonctionne pas avec 2500 amendements par texte. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait des accords, il faut qu'il y ait une entente entre les différents groupes sur les équilibres. C'est ce que j'ai souhaité, c'est ce qu'on a à peu près réussi à faire pour le PLFSS. C'est ce que le budget de la Sécu, c'est ce que j'espérais pour le budget de l'État. Bon, c'est incontestablement plus compliqué. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut utiliser un 49.3 pour s'en sortir? Si c'est la condition nécessaire, allons-y. Ce que j'aimerais, c'est que, y compris les écologistes, se mettent en situation de discuter des conditions d'une non-censure. Qu'est-ce qu'on obtient sur les recettes? Parce que c'est quand même d'abord un enjeu de recettes, et qu'est-ce qu'on obtient sur des sujets de préoccupation essentiels des Françaises et des Français? La protection de la santé, la sécurité évidemment, le logement, qu'est-ce qu'on fait sur l'agriculture pour que ce modèle change et que la colère des paysans s'éteigne parce qu'enfin on s'occupe de leurs revenus. Qu'est-ce qu'on fait sur l'école où on voit bien qu'aujourd'hui ça reste extrêmement compliqué. Mais est-ce que les écologistes pourraient s'abstenir sur le budget ? Ah non, sur le budget, c'est pas possible. Enfin, je pense que même les socialistes ne s'abstiendront pas sur le budget. Parce qu'on est quand même parti. Il faut se remettre dans le contexte. Là, on parle de la copie du Sénat. La copie du Sénat, c'est une copie absolument radicalisée. Ici, la droite sénatoriale n'a voulu faire aucun compromis. Tout ce qu'on avait gagné en fiscalité sur les entreprises
qui font des dividendes, qui donnent des dividendes en veux-tu, en voilà, sur les plus grandes fortunes. Tout ça a été raboté, tout ça a été remis en cause, stoppé par le Sénat pour aller faire des économies sur les plus fragiles d'entre nous. Donc ce point de départ du débat parlementaire à l'Assemblée, il va être extrêmement compliqué. Mais ça peut pas être réamendé à votre sens, en fait, pendant le débat ? On va tenter, mais là j'ai l'impression... Mais est-ce que pour vous, le Sénat doit rediscuter encore du budget ou faire comme il a fait sur le budget de la sécurité sociale? Le problème, c'est que si vous voulez, la droite sénatoriale a été au pouvoir après la dissolution et les élections de juillet 2024. Ils ont, encore une fois, donné la ligne au pouvoir. Et puis là, ils sont dans une forme de revanche avec le départ de Bruno Retailleau, mais il y en a qui restent. Ils ont toujours détesté les macronistes et Macron. Donc là-dessus, ça bouge pas. Et donc là, au fond, ils se sont dit ça va se jouer à l'Assemblée. Donc on va, encore une fois, avoir une version extrêmement radicalisée, antisociale, anti-écolo. Et à mon avis, ça n'est pas responsable. Je pense que le Sénat a perdu l'opportunité de montrer que ça pouvait être une chambre de compromis, ce que la droite sénatoriale a refusé. Qu'est-ce que vous pensez de la menace de dissolution brandie par l'exécutif ce week-end en disant, parce qu'en gros, elle est pas sur le Mercosur, elle est sur le budget, en disant s'il y a censure au moment du budget, on dissoudra l'Assemblée nationale et on organisera des législatives en même temps que les municipales. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Tout le monde connaît la situation politique. Je pense que ce coup de pression n'était pas nécessaire de la part du Premier ministre. On sait l'ambiguïté du président de la République vis-à-vis de la dissolution, y compris de l'arrivée au pouvoir du RN. Vos collègues ont quand même parfaitement documenté qu'en juillet 2024, le président de la République souhaitait la victoire du Rassemblement national. Pour un président élu 2 fois contre le Rassemblement national, c'est quand même une triste ironie politique. Et on sait que potentiellement, il envisage de se représenter en 2032, mais qu'il considère que pour ça, il vaut mieux que ce soit le RN qui gagne en 2027. Bon, tout ça est affligeant au regard des enjeux pour notre pays, pour l'Europe et pour le monde. Donc, ce coup de pression du Premier ministre, que je ne crois pas être sur cette ligne-là, est inutile. Et on est d'accord pour dire que les municipales et des législatives qui auraient lieu le même jour, potentiellement, c'est une prime au vote protestataire, contestataire, et donc à l'extrême droite. C'est de toute façon toute élection précipitée qui n'abordera pas les préoccupations des Françaises et des Français, c'est une prime à l'extrême droite. Puisqu'on sait que le programme de l'extrême droite est totalement inepte, indigne, que leur seul sujet, c'est de pointer du doigt les étrangers, l'étranger essentialisé, qu'il soit effectivement étranger ou parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau, la bonne religion. Donc en fait, tout débat de fond est toujours une mauvaise nouvelle pour l'extrême droite. Et puis, franchement, les élus locaux sont les élus qui restent dans le cœur des Françaises et des Français. Faire les législatives en même temps que les municipales, c'est tuer les enjeux des municipales. C'est tuer la résolution des problèmes du quotidien à l'échelle des communes. Et ce serait une faute politique majeure. Et justement, on va parler des municipales, vous, notamment à Paris. Vous êtes opposé, vous, à tout... Un mot quand même, si vous me permettez, sur l'Iran. Parce que j'ai entendu votre débat avant. Là encore, lâcheté et impuissance de l'Union européenne. Il y a une chose à faire pour aider les démocrates et les laïcs iraniens, c'est de mettre le corps des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Parce que, en fait, les gardiens de la révolution, c'est pas simplement celles et ceux qui ouvrent le feu aujourd'hui sur les manifestants. C'est le noyau corrompu. Ils touchent à la finance, ils touchent à l'économie. Donc les inscrire sur la liste des organisations terroristes, c'est nous donner les moyens, sur toutes les activités extérieures de l'Iran, de contrer ce régime corrompu et qui aujourd'hui assassine son peuple. Donc c'est ça que doit faire l'Union européenne aujourd'hui. Pardonnez-moi, mais je trouve l'Europe n'est pas toujours impuissante, quoi. C'est quand même, elle a été lâche, cynique sur Gaza. Elle ne peut pas être lâche et cynique sur l'Iran en disant c'est une affaire avec les États-Unis, c'est tout. On revient juste au municipal et notamment à Paris. Vous êtes opposé, vous, à toute alliance avec la France insoumise, ni au premier ni au second tour. Mais où aller chercher les réserves de voix? Est-ce que vous tendez la main à Pierre-Yves Bournazel? Non, mais je tends la main aux Parisiennes et aux Parisiens. Qu'est-ce qui est en jeu?
est-ce que la capitale de la France reste ce modèle de transition écologique où la qualité de vie s'améliore incontestablement, une ville à hauteur d'enfant, comme on dit, une ville qui s'empare de la question du logement qui devient extrêmement difficile à Paris comme partout ailleurs. Ou est-ce qu'à un moment donné, on a... Madame Chikirou, quand on parle de démocratie internationale, elle considère que le Parti communiste chinois est un parti démocratique. Donc, je rappelle pas ses positions sur le Hamas. Donc, c'est pas possible. Ou est-ce que on a Madame Dati qui potentiellement 6 mois après son élection perdrait son mandat local du fait de son procès et qui veut faire du Trumpisme le cœur de la politique parisienne. Après, ce seront aux électrices et aux électeurs. Vous savez, de moins en moins, les électrices et les électeurs appartiennent à une candidature ou à un parti politique. Donc je suis convaincu qu'au deuxième tour, il faut les démocrates parisiens comme les électrices et les électeurs de gauche à Paris voteront pour la liste qui peut gagner et continuer, encore une fois, cet agenda social écolo. Seul, est-ce que Pierre-Yves Bournazel, qui est le candidat Horizon Renaissance... Écoutez, j'en sais rien ce que fera Bournazel. Bournazel, à titre personnel, a souvent des positions qui se préoccupent d'environnement ou de choses intéressantes. Je pense que ce qu'il a écrit dernièrement sur Madame Dati l'éloigne définitivement de Madame Dati. Mais est-ce que ça le rapproche de vous ? En revanche, il est proche, vous le savez, d'Édouard Philippe. Est-ce qu'Édouard Philippe, 1 an avant la présidentielle, va dire allons-y, soutenons Grégoire parce que ça a quand même plus de gueule et c'est quand même plus sérieux que Madame Dati et mettre un coin dans sa relation avec les LR à 1 an de la présidentielle. Bon, il ne fait que des erreurs stratégiques, Édouard Philippe, donc il peut faire aussi celle-là. Mais reconnaissons que pour Paris, ce serait bien, mais pour son avenir, plus compliqué. Justement, puisqu'on parle de la présidentielle, Marine Tondelier, elle défend une primaire de la gauche, oui. Elle défend un rapprochement entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Est-ce que vous la soutenez, vous, Marine Tondelier, à la présidentielle ? Je soutiens certainement pas cette stratégie, je l'ai dit et répété. Pourtant, c'est la candidate de votre parti pour la primaire. Vous la soutenez pas ? On est aujourd'hui dans une situation où, avec cette histoire de primaire qui irait du NPA à François Hollande, avec Jean-Luc Mélenchon et Glucksmann. Cette histoire-là n'existe pas. C'est une illusion. Personne ne croit qu'à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon potentiellement irait faire des meetings en disant « Raphaël, président ». Oui, inversement. Donc ça n'existe pas. Donc en fait, on est en train de créer un objet politique qui ne se transformera jamais en réalité politique, donc qui va être déceptif pour le peuple de gauche qui de fait a envie d'union. Mais les différences entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, pour ne prendre que ces deux-là, c'est pas un problème d'ego, de mâle de 50 ans, de plus de 50 ans. C'est où Raphaël Glucksmann a un peu moins, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des divergences politiques. Donc moi, je souhaite qu'on arrête le cirque avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon sera candidat sur ses idées. Moi, je veux qu'il y ait une candidature qui rassemble ce que j'appelle la social-écologie. Mais est-ce que vous soutenez celle de Marine Tondelier ? Aujourd'hui, je ne soutiens pas cette ligne politique-là. Donc moi, je dis que je ne souhaite pas que l'écologie politique, aujourd'hui, devienne simplement, donc ce que j'ai dit plusieurs fois, un psychothérapeute de couple entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure et Raphaël Glucksmann, entre les Insoumis et les socialistes. On n'est pas là pour dire papa et maman s'engueulent matin, midi et soir. On veut qu'ils se réconcilient. L'écologie politique, dans ce moment où vous voyez bien que avec Trump, c'est le retour du pétrole partout. On ne s'occupe pas des Françaises et des Français dans leur quotidien, dans leur territoire. Je ne veux pas que l'écologie politique disparaisse du paysage politique et soit juste un animateur de la gauche. Ne pas soutenir la candidate de votre parti à la présidentielle. Non, mais on n'est pas pour l'instant, elle n'est pas candidate à la présidentielle. Elle est candidate à la primaire. Ah non, elle est candidate à une primaire que je conteste. Donc je ne vais pas soutenir une candidature dans un processus avec lequel je ne suis pas d'accord. Marine Tondelier a plein de qualités, incontestablement, je vais dire, mais moi cette stratégie-là
qui est au fond une stratégie de disparition de l'écologie politique au profit d'un rôle d'animateur de la gauche, ça ne me convient pas du tout. Et vous pourriez être le candidat qui incarne cette ligne-là. Vous avez posé les bases vous avez posé des bases intéressantes dans votre essai, Climat, la drôle de guerre. Sommes-nous condamnés à une France caniculaire dirigée par l'extrême droite? C'est ce que vous voulez empêcher. Est-ce que vous pouvez être le candidat? Moi, aujourd'hui, je n'exclus aucune option. Je n'exclus aucune option. Le temps de la présidentielle n'est pas venu. On sait bien que tout va s'accélérer après les municipales. Vous savez l'importance qu'accordent les écologistes aux municipales et à la gestion dans les communes. Donc, il ne faut pas anticiper le calendrier. Mais moi, je ne laisserai pas l'écologie politique disparaître du paysage politique en 2027. Au profit soit de Mélenchon, soit d'une disparition. Ça ne me convient pas. Merci Yannick Jadot. Et on remonte votre livre Climat, la drôle de guerre, c'est chez De Noël. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir été notre invité. Stéphane, la une de Ouest France, à quoi ressemblera le futur service national volontaire? C'est à la une de votre journal.